Elle, étalon sauvage, se cabra violemment, ses sabots menaçant à quelques centimètres du visage de Éléonore. Mais au lieu de fuir, la fillette muette depuis 6 mois tendit sa petite main tremblante vers l'animal que tous craignaient. Dans le silence glacial du manège, personne ne pouvait imaginer que ce poulain indomptable reconnaîtrait l'odeur de sa mère disparue et lui rendrait sa voix perdue. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil printanier baignait la campagne normande d'une lumière dorée, illuminant les collines verdoyantes qui étendaient à perte de vue. La ferme équestre des Beaumont se préparait pour l'événement le plus important de l'année, les enchères annuelles de Saint-Martin-des-Champs. Des éleveurs de toute la France convergeaient vers ce petit coin paisible, attirés par la réputation d'excellence de la famille Beaumont, éleveur de chevaux depuis 5 générations. Marcel Beaumont, propriétaire de la ferme, un homme robuste de 60 ans, au visage buriné par les années passées sous le soleil normand, surveillait les derniers préparatifs. Ses mains calleuses ajustaient nerveusement sa cravate, un luxe qu'il ne s'accordait que lors des grandes occasions. « Antoine, as-tu vérifié les enclos? Le camion de Toulouse est arrivé !» cria-t-il à son fils qui traversait la cour. Antoine Beaumont, 38 ans, héritier de l'exploitation, hocha la tête tout en consultant son téléphone. « Tout est prêt, papa. Les acheteurs commencent à arriver. » Les juges aussi. Marcel esquissa un sourire qui disparut aussitôt. Et le sauvage. Antoine détourna le regard, son visage se durcissant. Toujours impossible à approcher. Jérôme a essayé ce matin et a failli perdre un œil. Le sauvage, comme il l'appelait, était un jeune étalon noir comme la nuit, capturé 3 mois plus tôt dans les forêts sauvages des Ardennes. Un spécimen rare, dernier descendant peut-être des chevaux sauvages qui parcouraient autrefois librement ces terres. Marcel l'avait acquis auprès d'un forestier qui l'avait trouvé blessé après une tempête. Malgré tous leurs efforts, l'animal demeurait indomptable, refusant tout contact humain, se cabrant violemment et attaquant quiconque s'approchait trop près. « On ne peut pas le présenter dans cet état », soupira Marcel, « mais sa lignée, sa puissance. Aucun éleveur digne de ce nom ne laisserait passer une telle opportunité. »« Je sais, papa, mais il est dangereux. Hier encore, il a défoncé une partie de sa stalle. » À quelques kilomètres de là, dans la petite maison au toit de chaume qui bordait la propriété des Beaumont, Camille Laurent finissait de tresser les cheveux de sa petite fille. Éléonore, 9 ans, fixait son reflet dans le miroir sans dire un mot, ses grands yeux verts semblant perdus dans un monde lointain. « Tu es ravissante, ma chérie », murmura Camille, tentant d'obtenir une réaction. Mais Éléonore resta silencieuse. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait emporté Claire, la fille unique de Camille et mère de Éléonore. 6 mois durant lesquels la petite fille n'avait pas prononcé un seul mot. Les médecins parlaient de mutisme sélectif, conséquence du traumatisme. Camille avait quitté Paris pour s'installer dans cette maison de campagne, espérant que le changement d'environnement aiderait sa petite fille à guérir. « Nous irons aux enchères aujourd'hui », continua Camille en brossant ses propres cheveux gris. « Tu aimes les chevaux, n'est-ce pas? Avant, tu ne parlais que de ça avec ta maman. » Une lueur fugace traversa le regard d'Éléonore. Les chevaux. Claire avait été une cavalière accomplie avant de privilégier sa carrière d'avocate à Paris. Elle emmenait souvent Éléonore à l'équitation le week-end, perpétuant une passion familiale. La voiture de Camille s'engagea sur le chemin menant à la ferme des Beaumont. Des dizaines de véhicules étaient déjà garés dans le grand champ aménagé en parking pour l'occasion. L'atmosphère était électrique. Des hommes et des femmes en tenue de équitation élégante discutaient avec animation, tenant des catalogues détaillant les chevaux mis aux enchères. Camille tenait fermement la main
Éléonore, tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. « Restons ensemble, ma chérie, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. » Dans le grand manège couvert, des rangées de chaises avaient été disposées face à une piste centrale où les chevaux seraient présentés. Un podium surélevé accueillait le commissaire-priseur, un homme corpulent au verbe haut qui testait déjà son micro. « Mesdames et messieurs, bienvenue aux 47e enchères annuelles de Saint-Martin-des-Champs. Nous commencerons dans 30 minutes. Veuillez prendre place. » À l'arrière du manège, dans les écuries temporaires, l'agitation régnait. Des palefreniers menaient les chevaux vers leur box, tandis que les éleveurs procédaient aux dernières toilettes. Antoine Beaumont s'arrêta devant un box isolé des autres. Des panneaux rouges avertissaient « Danger, animal imprévisible ». À l'intérieur, l'étalon noir tournait comme un lion en cage, ses naseaux dilatés, ses yeux roulants de panique et de rage. Sa robe luisait sous la lumière tamisée, révélant une musculature parfaite. Malgré sa jeunesse, 3 ans à peine, il dégageait une puissance primitive. « Qu'allons-nous faire de toi ?» murmura Antoine. « Tu vaux une fortune, mais qui serait assez fou pour t'acheter ?» Dans le manège, Camille trouva 2 sièges au milieu d'une rangée. Éléonore s'assit docilement, son regard parcourant l'espace autour d'elle. La foule grossissait. L'excitation était palpable. « Regarde, ma chérie !» dit Camille en indiquant le premier cheval qui entrait en piste, un magnifique alezan conduit par un jeune homme en chemise blanche. « N'est-il pas splendide ?» Éléonore suivit le cheval des yeux, mais son visage demeurait impassible. Pendant près d'1 heure, divers chevaux furent présentés et vendus. Des applaudissements ponctuaient chaque vente finalisée. Puis un murmure parcourut l'assemblée. Marcel Beaumont s'avança vers le micro, l'air grave. « Mesdames et messieurs, le prochain lot est particulier. Un étalon sauvage des Ardennes, jamais dressé. Une opportunité exceptionnelle pour un éleveur ou un dresseur expérimenté. Je dois cependant vous avertir, cet animal est dangereux. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Les enchères avaient été animées jusqu'alors, mais l'annonce de Marcel Beaumont avait provoqué un changement d'atmosphère immédiat. Les murmures s'intensifièrent quand 4 hommes robustes apparurent, tenant fermement des cordes reliées à un licol renforcé. Elle, étalon noir, fit son entrée. Ce N n'était pas une entrée ordinaire, calme et maîtrisée comme pour les autres chevaux. L'animal se débattait furieusement, ses sabots martelant le sol sablé, projetant des gerbes de terre autour de lui. Sa crinière sauvage volait dans tous les sens, tandis qu'il secouait violemment la tête, tentant de se libérer de l'emprise des hommes qui peinaient visiblement à le maintenir. « Tempête !» annonça Marcel Beaumont, 3 ans, capturé dans les forêts des Ardennes. Probablement descendant des derniers chevaux sauvages de France. Elle étalon poussa un hennissement puissant qui résonna dans tout le manège, faisant sursauter plusieurs spectateurs. Sa robe noire brillait sous les projecteurs, révélant par endroits des reflets bleutés. Malgré son état d'agitation, sa beauté était indéniable, une créature d'une autre époque, sauvage et indomptée. « Comme vous pouvez le constater, » continua Marcel, « Tempête n'a jamais été dressé. Il représente une opportunité unique pour un professionnel cherchant à introduire du sang sauvage dans sa lignée d'élevage. » Dans les gradins, plusieurs acheteurs potentiels échangeaient des regards dubitatifs. L'un d'eux, François Leroy, célèbre éleveur de la région de Deauville, se pencha vers son voisin. « Beaumont est fou. Cet animal est trop dangereux. » Qui voudrait d'une telle responsabilité? Son voisin, Philippe Durand, haussa les épaules. La lignée est exceptionnelle. Regarde cette musculature, cette posture, avec le bon dresseur, peut-être le bon dresseur ou le bon fossoyeur, répliqua François avec un rire sec. Éléonore, jusqu'alors indifférente aux présentations, s'était redressée sur son siège.
Ses yeux verts s'étaient agrandis à l'apparition de L étalon noir. Pour la première fois depuis leur arrivée, une émotion transparaissait sur son visage, un mélange de fascination et d'autres choses que Camille n'arrivait pas à identifier. « Mise à prix, 5 000 €, annonça le commissaire-priseur, bien moins enthousiaste que pour les lots précédents. Le silence s'installa, personne ne leva la main. « 5 000 € pour un spécimen unique, insista le commissaire-priseur. Jamais vous ne trouverez un tel potentiel génétique ailleurs. Un homme au fond de la salle leva timidement la main. 5 000 € pour Monsieur Renard. Qui dit mieux? Elle, étalon, comme s'il comprenait qu'on décidait de son sort, redoubla de fureur. D'un mouvement brusque, il arracha la corde des mains d'un des palefreniers et se cabra violemment. Des cris élevèrent dans l'assistance. Plusieurs personnes se levèrent, prêtes à fuir. « Contrôlez cet animal !» cria quelqu'un. « C'est trop dangereux !» lança un autre. Marcel Beaumont, livide, fit signe à Antoine d'intervenir. Ce dernier élança dans le manège avec 2 autres hommes, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Mais elle, étalon, rendu fou par la peur et la confusion, tournait sur lui-même, ruant et hennissant. « Sachinski est un 100 €, lança une voix grave depuis le côté droit du manège. Tous les regards se tournèrent vers Victor Mercier, propriétaire du plus grand haras de Normandie. Son visage austère ne trahissait aucune émotion, mais ses yeux suivaient chaque mouvement de l'étalon avec une intensité prédatrice. « Monsieur Mercier offre simplement 500 €, répéta le commissaire-priseur, visiblement soulagé. « Qui dit mieux? 6 000, répondit Renard, hésitant. Camille observait sa petite fille avec curiosité. Éléonore était penchée en avant, ses petites mains agrippant le bord de son siège, ses yeux ne quittant pas elle étalon noir. Était la première fois depuis l'accident qu'elle la voyait réagir aussi vivement à quoi que ce soit. Dans le manège, la situation devenait critique. Elle, étalon, avait réussi à se défaire complètement de ses entraves et galopait maintenant en cercle, pourchassant les hommes qui tentaient de l'approcher. Le public reculait, certains spectateurs quittant précipitamment leur siège. 7 000 €, annonça Mercier, imperturbable malgré le chaos. 7 000 € pour Monsieur Mercier, répéta le commissaire-priseur, la voix tremblante. Une fois, 2 fois. Un cri déchirant retentit soudain. L'un des palefreniers, tenté d'attraper l'aile étalon par surprise, s'était trop approché. L'animal l'avait violemment repoussé d'un coup d'épaule, l'envoyant rouler dans le sable. L'homme se relevait péniblement, tenant son bras qui formait un angle inquiétant. « Évacuez le manège !» ordonna Marcel Beaumont. « Ces enchères sont suspendues !» La panique commença à gagner l'assistance. Les gens se bousculaient pour sortir, craignant que le étalon fou ne franchisse la barrière qui séparait la piste des gradins. Au milieu de cette agitation, Camille se rendit compte avec horreur que la main des Éléonore N était plus dans la sienne. Elle se retourna frénétiquement. Éléonore, Éléonore. Mais sa petite fille avait disparu. Dans le manège, elle, étalon noir S, était immobilisée au centre de la piste, les naseaux dilatés, le souffle court, sa robe luisante de sueur. Il observait les hommes qui l'encerclaient prudemment, prêts à intervenir au moindre signe d'agression. C'est alors qu'un mouvement près de la barrière attira l'attention de tous. Une petite silhouette se glissait sous la clôture, pénétrant dans l'arène. Éléonore s'avançait vers l'étalon sauvage, seule et vulnérable. « Mon Dieu, Éléonore !» Le cri déchirant de Camille fendit l'air, surpassant même les hennissements furieux de elle étalon. Un silence glacial s'abattit sur le manège. Tous les mouvements se figèrent, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Seule Éléonore continuait d'avancer, ses petits pas laissant des empreintes légères dans le sable de la piste. Marcel Beaumont, pétrifié,
fit un geste discret à ses hommes pour qu'ils restent immobiles. « Personne ne bouge, murmura-t-il, la gorge serrée. Vous risqueriez de provoquer une réaction imprévisible. » Antoine, le visage blême, s'était rapproché discrètement de la barrière, prêt à bondir si nécessaire. Victor Mercier observait la scène avec une intensité indéchiffrable, ses doigts crispés sur le pommeau de sa canne. Elle, étalon noir, Tempête, avait repéré la petite fille. Ses oreilles se dressèrent, ses naseaux frémirent. Il piaffa nerveusement, soulevant de petits nuages de sable autour de ses sabots. Éléonore continuait d'avancer, imperturbable. Son visage, habituellement fermé, portait une expression étrange, non pas de peur, mais d'une détermination tranquille. Ses yeux verts, fixés sur ceux de l'animal, ne sciaient pas, pour l'amour du ciel, que quelqu'un arrête cet enfant. La voix de François Leroy brisa le silence, provoquant un mouvement de panique renouvelé. Étalon, alarmé par ce bruit soudain, se cabra violemment, ses sabots avant battant l'air à quelques mètres seulement de Éléonore. Des cris d'horreur s'élevèrent des gradins. Camille, retenue par deux hommes qui l'empêchaient de se précipiter dans l'arène, hurla le nom de sa petite fille. Mais contre toute attente, Éléonore ne recula pas. Elle s'immobilisa simplement, attendant que l'animal retombe sur ses quatre jambes. Puis, doucement, elle tendit sa petite main devant elle, paume vers le haut. « C'est de la folie !» chuchota Philippe Durand, incapable de détourner le regard. « Ce cheval va la tuer !» Tempête semblait désorientée par l'attitude de cette minuscule humaine qui, contrairement à toutes les autres, ne montrait ni peur ni agressivité. Il secoua sa tête massive, sa longue crinière noire ondulant comme des vagues de nuit. Elle, étalon, fit un pas en avant. Puis un autre. La distance entre lui et l'enfant diminuait dangereusement. « Mon Dieu, protégez-la !» murmura Camille, les larmes coulant librement sur son visage. À 3 mètres de Éléonore, Tempête s'arrêta. Ses naseaux frémissaient, aspirant l'odeur inconnue. Ses yeux sombres, auparavant emplis de fureur, semblaient maintenant hésitants, curieux. Un hennissement doux, presque interrogatif, se échappa de sa gorge. Éléonore, pour la première fois depuis 6 mois, sourit. Ce simple geste sembla transformer l'atmosphère du manège entier. L'air chargé de tension devint soudain plus léger, comme si tous les spectateurs avaient simultanément relâché leur souffle. Elle, étalon, inclina légèrement la tête, observant cette étrange petite créature qui ne criait pas, ne courait pas, ne tentait pas de l'attraper ou de le frapper. Lentement, très lentement, il avança encore, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce que ses naseaux veloutés ne soient plus qu'à quelques centimètres des doigts tendus de l'enfant. Personne n'osait respirer. Antoine Beaumont, accroupi près de la barrière, avait sorti discrètement un lasso, prêt à intervenir au moindre signe de danger. Tempête renifla la main d'Éléonore, 1 fois, 2 fois. Puis, dans un geste d'une douceur improbable pour une créature si sauvage, il pressa légèrement son museau contre sa paume. Un murmure d'incrédulité parcourut l'assistance. Encouragée par ce contact, Éléonore fit quelque chose qui provoqua des hoquets de stupeur. Elle s'avança encore et posa délicatement sa deuxième main sur le chanfrein de l'étalon entre ses yeux. Tempête frémit au contact, mais ne recula pas. Au contraire, après un moment d'hésitation, il abaissa légèrement sa tête imposante comme pour faciliter le geste de l'enfant. « C'est impossible », souffla Marcel Beaumont. En 3 mois, personne n'a pu l'approcher sans se faire attaquer. Victor Mercier était levé, ses yeux plissés scrutant chaque détail de cette scène extraordinaire. « L'innocence », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Il reconnaît l'innocence. Dans l'arène, une transformation silencieuse s'opérait. Elle, étalon,
dont chaque muscle avait été tendu par la peur et l'agressivité, semblait se détendre progressivement sous le toucher léger de Éléonore. Sa respiration, auparavant rapide et saccadée, devenait plus profonde, plus calme. Puis, dans un geste d'une confiance stupéfiante, Éléonore s'approcha encore et appuya doucement sa joue contre le cou puissant de l'animal. Ses petits bras tentèrent d'entourer cette masse imposante, n'y parvenant qu'à moitié. Le silence dans le manège était absolu. Même les oiseaux qui nichaient habituellement dans les poutres semblaient avoir cessé de chanter pour observer ce moment hors du temps. C'est alors que l'impensable se produisit. Des lèvres d'Éléonore, muettes depuis 6 mois, échappèrent des paroles. Sa voix, rauque d'avoir été si longtemps inutilisée, était à peine audible, mais dans le silence surnaturel du manège, chaque mot porta jusqu'au gradin. « Je te connais », murmura-t-elle à l'oreille de Tempête. « Tu es comme moi, tu as peur aussi. » Camille porta une main tremblante à sa bouche, incapable de retenir un sanglot. Sa petite fille, son Éléonore, parlait à nouveau. Elle étalon, comme s'il comprenait l'importance de ce moment, demeura parfaitement immobile, offrant son soutien silencieux à cet enfant qui venait de briser son propre silence. Dans les gradins, même les plus sceptiques ne pouvaient nier qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire, une connexion qui transcendait les barrières entre l'humain et l'animal, entre la civilisation et la nature sauvage. Marcel Beaumont fut le premier à retrouver ses esprits. D'un geste mesuré, il fit signe à ses hommes de rester en retrait, puis se tourna vers Camille. « Madame, votre petite fille », il cherchait ses mots, visiblement dépassé par la situation. « Je n'ai jamais rien vu de tel en 40 ans de élevage. » Camille ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixé sur Éléonore, sur sa posture transformée, sur ce sourire qu'elle n'avait plus vu depuis 6 mois. Les larmes coulaient librement sur son visage, mais ces étaient des larmes de joie, d'espoir retrouvé. Elle n'avait pas parlé depuis l'accident, murmura-t-elle finalement. Pas un mot depuis la mort de sa mère. Dans l'arène, Éléonore semblait avoir oublié le monde autour d'elle. Sa main caressait doucement l'encolure de Tempête, suivant le mouvement des muscles puissants sous la robe noire. Elle, étalon, désormais calme, respirait profondément, ses yeux à demi fermés comme s'il savourait ce contact apaisant. « Elle lui parle encore », observa Antoine, incrédule, « et ce cheval, elle, écoute comme s'il comprenait chaque mot. » En effet, Éléonore murmurait à l'oreille de Tempête, des mots trop faibles pour être entendus des gradins, mais qui semblaient avoir un effet hypnotique sur l'animal. Victor Mercier, S., était rapproché de la barrière, son regard analytique évaluant la scène sous un angle différent de celui des autres spectateurs. Il se pencha vers Marcel Beaumont. « Cet enfant a un don », dit-il d'une voix basse, presque conspiratrice. Un don qui pourrait valoir une fortune dans le monde équestre. Marcel lui jeta un regard désapprobateur. « Ce n'est pas le moment, Mercier. » Mais l'homme d'affaires insista. « Ne voyez-vous pas ce qui se passe ? Cet étalon indomptable qu'aucun de vos experts n'a pu approcher vient d'être apprivoisé par une fillette de 9 ans. Imaginez ce qu'elle pourrait faire avec d'autres cas difficiles. » À l'autre bout du manège, François Leroy et Philippe Durand observèrent la scène avec des expressions contrastées. « C'est un coup monté », affirma Leroy, toujours sceptique. Beaumont a dressé ce cheval en secret et utilise cette mise en scène pour faire grimper les enchères. Philippe secoua la tête. « Impossible. J'ai vu cet étalon il y a 2 semaines lors d'une visite au haras. Il était complètement sauvage, a même blessé un palefrenier qui s'approchait trop près. Non, ce que nous voyons est authentique et extraordinaire. » Lentement, avec précaution, Camille descendit des gradins et s'approcha de la barrière. Antoine Beaumont vint immédiatement à sa rencontre.
Madame, ne vous inquiétez pas, je ne laisserai rien arriver à votre petite fille. Je ne m'inquiète pas, répondit Camille, surprise par sa propre assurance. Pas pour Éléonore, en tout cas, regardez-la, elle n'a jamais eu l'air aussi sereine depuis. Sa voix se brisa légèrement. Depuis l'accident. Dans l'arène, Éléonore S. était assise dans le sable et contre toute attente, elle et Talon S. étaient délicatement couchés près d'elle, repliant ses longues jambes sous lui avec une précaution étonnante pour un animal si puissant. La petite fille avait posé sa tête contre l'encolure de Tempête, ses doigts jouant distraitement avec sa crinière. Elle a été diagnostiquée avec un mutisme sélectif post-traumatique, expliqua Camille à Antoine. Les médecins disaient que seul un choc émotionnel positif pourrait la faire parler à nouveau. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait... Ceci. Le commissaire-priseur, qui s'était prudemment réfugié derrière son pupitre pendant toute la scène, s'éclaircit la gorge nerveusement. « Monsieur Beaumont, comment souhaitez-vous procéder avec ces enchères? Nous avons une offre de 7 000 € de Monsieur Mercier. » Marcel lui fit signe de se taire, agacé par cette préoccupation matérielle au milieu d'un moment si particulier. Mais Victor Mercier n'avait pas l'intention d'abandonner si facilement. 10 000 €, annonça-t-il d'une voix forte, pour elle étalon et un contrat avec la petite. Un murmure scandalisé parcourut l'assistance. Camille se retourna brusquement. Un contrat? De quoi parlez-vous? Victor Mercier s'avança, son élégance habituelle trahie par l'avidité qui brillait dans ses yeux. Votre petite fille a un talent exceptionnel, madame. Montharat accueille les chevaux les plus difficiles de France. Avec son don, nous pourrions... Ma petite fille n'est pas à vendre, monsieur, l'interrompit Camille, la voix tremblante d'indignation. Éléonore, alertée par l'éclat des voix, leva les yeux vers sa grand-mère. Dans un mouvement fluide qui stupéfia les spectateurs, elle se releva et, posant une main confiante sur l'épaule de Tempête, l'invita à se redresser. Elle et Talon obéit, se remettant sur ses jambes avec une délicatesse inattendue. Ensemble, comme s'ils avaient répété ce mouvement des centaines de fois, ils s'avancèrent vers la barrière où se tenait Camille. « Grand-mère, dit Éléonore, sa voix encore faible mais distincte, Tempête a peur qu'on le sépare de moi. » Ces mots simples, prononcés avec une conviction absolue, firent taire toutes les conversations. Marcel Beaumont échangea un regard avec son fils, puis avec Camille. « Madame Laurent, dit-il finalement, peut-être devrions-nous discuter de cette situation, extraordinaire en privé. » Victor Mercier s'interposa. « N'oubliez pas mon offre, Beaumont. 10 000 €, c'est plus que généreux pour un cheval que personne d'autre ne peut approcher. 15 000, lança soudain une voix depuis l'entrée du manège. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée du manège. Un homme se tenait là, grand et élancé, vêtu d'un costume bleu marine qui contrastait avec les tenues des équitations plus décontractées de la plupart des acheteurs. Ses cheveux grisonnants encadraient un visage marqué par le temps, mais empreint d'une assurance tranquille. 15 000 €, répéta-t-il en s'avançant dans l'allée centrale. Prêt pour elle, étalon uniquement. Marcel Beaumont plissa les yeux, tentant de reconnaître ce nouvel arrivant. « Et vous êtes... »« Julien Deschamps, » répondit l'homme en inclinant légèrement la tête, propriétaire du sanctuaire équestre de Fontainebleau. Le nom provoqua un murmure dans l'assistance. Le sanctuaire équestre était connu dans toute la France, mais pas comme un haras traditionnel. Il s'agissait d'un refuge pour chevaux maltraités ou traumatisés, un lieu où les animaux que d'autres considéraient comme irrécupérables trouvaient une seconde chance. Victor Mercier émit un rire méprisant. « Le sanctuaire, vous voulez transformer ce pur sang sauvage en cheval de thérapie pour enfants handicapés? Quelle perte de potentiel !» Julien Deschamps ne se laissa pas déstabiliser. Son regard calme se posa sur Éléonore et Tempête, puis revint vers Mercier.
Le potentiel d'un cheval ne se mesure pas uniquement à sa valeur marchande, monsieur Mercier. Il s'avança encore, jusqu'à se tenir près de la barrière, à quelques pas de Camille. À la surprise générale, Tempête, qui s'était montré si agressif envers tous les hommes adultes, ne manifesta aucun signe d'inquiétude à son approche. « Madame, dit-il doucement à Camille, je connais votre fille, Claire Laurent. » Le visage de Camille se figea. « Vous connaissiez Claire ? Elle a travaillé comme bénévole au sanctuaire pendant plusieurs étés, avant. » Il s'interrompit délicatement. « Avant l'accident, elle nous amenait parfois Éléonore le week-end. » Éléonore, qui n'avait pas quitté le flanc de Tempête, leva les yeux à la mention de sa mère. Une lueur de reconnaissance traversa son regard. « Monsieur Julien, dit-elle, sa voix retrouvant un peu plus d'assurance. Vous aviez un cheval blanc avec une tache en forme d'étoile. »« Comète, confirma Julien avec un sourire doux. Il se souvient de toi, tu sais. Il hennit toujours quand je prononce ton nom. » Cette révélation sembla toucher profondément Éléonore. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais son bras resta fermement passé autour de l'encolure de Tempête, comme si elle étalon lui donnait la force de faire face à ses souvenirs douloureux. « Je ne comprends pas, » intervint Camille, déconcertée. « Claire ne m'a jamais parlé de ce sanctuaire. » Julien hocha la tête, compréhensif. Claire tenait à garder cette partie de sa vie séparée de son travail à Paris. Elle disait que C était son échappatoire, son monde à elle et à Éléonore. Un monde où elle pouvait être pleinement elle-même, loin des pressions du cabinet d'avocats. Marcel Beaumont, qui avait observé cet échange avec attention, éclaircit la gorge. « Monsieur Deschamps, votre offre est notée, mais peut-être devrions-nous tous prendre un moment pour 20 000 €, coupa Victor Mercier, le visage durci par la contrariété. J'ajoute une proposition d'emploi pour Madame Laurent et sa petite-fille. Un logement sur place, dans mon domaine de Deauville. Des conditions très avantageuses. » Camille secoua la tête, de plus en plus mal à l'aise face à l'insistance de cet homme. « Monsieur Mercier, je vous remercie, mais 25 000, enchérit Julien calmement. Et j'ajouterai que le sanctuaire est toujours ouvert à Éléonore quand elle voudra rendre visite à Tempête. Sans condition, sans contrat. » Une tension palpable s'installa entre les deux hommes. Plus qu'une simple enchère pour un cheval, était désormais un affrontement entre deux visions opposées du monde équestre. L'une commerciale, l'autre fondée sur la compassion. Dans l'arène, Éléonore semblait étrangement consciente de l'enjeu. Elle chuchota quelque chose à l'oreille de Tempête, puis guida doucement l'étalon vers Julien Deschamps. L'animal, toujours méfiant mais visiblement influencé par la confiance de la fillette, tendit son museau vers l'homme, reniflant prudemment. « Il dit qu'il se souvient de l'odeur du sanctuaire », déclara Éléonore avec une conviction désarmante. « Sur vos vêtements, l'odeur des pommes et du foin frais. » Julien sourit, touché. « Nous avons planté un verger l'année dernière. » Les chevaux adorent se promener entre les pommiers. Victor Mercier s'approcha brusquement, faisant reculer Tempête qui hennit d'inquiétude. « Assez de ces sentimentalités. Nous sommes ici pour conclure une affaire, pas pour échanger des histoires de pommes et de foin. » Sa voix forte et son mouvement soudain provoquèrent exactement ce que tous redoutaient. Tempête, effrayée, se cabra violemment. Éléonore fut projetée en arrière, tombant dans le sable. Elle, étalon, en proie à une panique renouvelée, commença à galoper en cercle, ses sabots soulevant des nuages de poussière. « Éléonore !» cria Camille, horrifiée, mais avant que quiconque puisse intervenir, la petite fille se releva d'elle-même. Au lieu de fuir l'animal affolé, elle se plaça délibérément sur sa trajectoire, les bras écartés. « Stop !» cria-t-elle, sa voix portant une autorité surprenante pour une enfant de son âge. L'étalon freina brutalement,
ses sabots creusant de profonds sillons dans le sable. Il s'immobilisa à quelques mètres de Éléonore, tremblant de tous ses membres. Un silence stupéfait s'abattit sur le manège. Même Victor Mercier semblait momentanément sans voix. Éléonore s'approcha lentement de Tempête, lui parlant doucement jusqu'à poser son front contre celui de l'animal. Ils restèrent ainsi plusieurs secondes, dans une communion silencieuse qui semblait exclure le reste du monde. Puis, d'une voix claire qui résonna dans tout le manège, Éléonore prononça les mots qui allaient changer à jamais le cours de plusieurs vies. « Il n'est pas à vendre ». La voix d'Éléonore, claire et déterminée, résonna dans le silence du manège. Elle se tenait droite, une main posée sur l'encolure de Tempête, ses yeux verts passant de Marcel Beaumont à Victor Mercier, puis à Julien Deschamps. Tempête n'appartient à personne. Il est libre. Camille porta une main à sa bouche, bouleversée par cette déclaration aussi inattendue que par le fait même d'entendre sa petite fille s'exprimer avec une telle assurance après des mois de silence. Victor Mercier laissa échapper un rire sec. C'est absurde. Ce cheval appartient légalement à Monsieur Beaumont. Il a été capturé sur des terres publiques et... Non, interrompit Éléonore, avec une fermeté qui contrastait avec sa frêle silhouette. Il n'a pas été capturé. Il s'est réfugié ici parce qu'il était blessé. Mais maintenant, il est guéri. Il veut rentrer chez lui. Marcel Beaumont s'avança, perplexe. Comment sais-tu cela, petite ? Personne n'était présent quand le forestier a trouvé cet étalon. Éléonore secoua la tête, frustrée par l'incapacité des adultes à comprendre l'évidence. Il me l'a dit. Un murmure parcourut l'assistance. Certains échangeaient des regards amusés. D'autres semblaient fascinés par la conviction inébranlable de l'enfant. Julien Deschamps s'approcha de la barrière, s'accroupissant pour être au niveau d'Éléonore. « Que t'a-t-il dit d'autre » demanda-t-il doucement, sans une trace de condescendance dans sa voix. La petite fille hésita, puis ses yeux s'emplirent de larmes. Il dit qu'il connaît ma maman, qu'elle venait souvent dans la forêt, seule, pour le voir. Elle lui apportait des pommes. Camille chancela, saisie par cette révélation. Claire allait dans les Ardennes, mais... Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ? Julien se releva lentement, son regard empreint d'une tristesse profonde. Claire m'avait parlé d'un cheval sauvage qu'elle avait découvert lors d'une randonnée. Elle le photographiait de loin, respectant toujours sa liberté. C était devenu une sorte de rituel pour elle. Une façon de se reconnecter à quelque chose de plus grand, de plus authentique que son quotidien parisien. Il sortit son téléphone et, après quelques instants de recherche, le tendit à Camille. Sur l'écran, une photo montrait Claire Laurent, souriante, assise sur un rocher en lisière de forêt. En arrière-plan, à peine visible entre les arbres, se tenait un jeune étalon noir. « Elle me l'a envoyé 3 semaines avant l'accident », expliqua Julien. C'était la première fois qu'il s'approchait autant d'elle. Camille fixa l'image, ses doigts tremblants effleurant le visage de sa fille disparue. « C'est bien lui », murmura-t-elle. « C'est Tempête. » Antoine Beaumont, qui était tenu en retrait jusqu'alors, s'avança. « Attendez, vous êtes en train de suggérer que cet étalon a un lien particulier avec la famille Laurent ? Que c'est pour ça qu'il répond à l'enfant ? Les chevaux ont une mémoire extraordinaire, répondit Julien, et un sens de l'odorat très développé. Il est possible que Tempête ait reconnu en Éléonore l'odeur de sa mère. Ou peut-être, intervint une voix féminine depuis les gradins, qu'il y a des connexions que nous ne pouvons pas expliquer rationnellement. Était Mathilde Rousseau, une vétérinaire équine respectée de la région. Elle descendit pour rejoindre le petit groupe près de la barrière. J'ai vu des cas similaires dans ma carrière. Des chevaux qui refusent tout contact humain, sauf avec une personne spécifique. Nous appelons ça, élection affective. C'est rare, mais quand ça se produit...
Elle désigna d'un geste le tableau saisissant que formaient Éléonore et Tempête. Le résultat est exactement ceci. Une connexion qui transcende la compréhension conventionnelle. Victor Mercier s'impatienta visiblement. Tout ceci est fascinant, mais nous nous éloignons du sujet. Une vente aux enchères est en cours, et j'ai fait une offre substantielle. Marcel Beaumont semblait déchiré. D'un côté, la somme proposée par Mercier était considérable. De l'autre, la scène qui se déroulait sous ses yeux touchait même son cœur d'homme d'affaires aguerri. « Et si, proposa Julien Deschamps, rompant un silence pesant, nous laissions Tempête décider ?» Tous les regards se tournèrent vers lui, intrigués. « Que voulez-vous dire ?» demanda Marcel. « Ouvrons les portes du manège. Laissons-le choisir. Rester avec Éléonore ou partir. Si un cheval sauvage choisit délibérément de rester, alors peut-être a-t-il trouvé sa place. Sinon... » Il laissa sa phrase en suspens, mais l'implication était claire. Si Tempête choisissait la liberté, alors le débat sur sa propriété devenait obsolète. Victor Mercier s'opposa immédiatement à cette proposition. « C'est ridicule. Nous ne sommes pas dans un conte de fées. Ce cheval vaut une fortune, et vous suggérez de le laisser se échapper ?» Mais l'idée avait déjà fait son chemin dans l'esprit de Marcel Beaumont. Il échangea un long regard avec son fils Antoine, puis avec Camille. « Qu'en pensez-vous, Madame Laurent ?» Camille observa sa petite-fille, si transformée depuis leur arrivée aux enchères. Éléonore N était plus l'enfant mutique et renfermé du matin. Elle se tenait maintenant droite, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle, d'une vie retrouvée. « Je pense, dit-elle lentement, que ma fille Claire aurait approuvé la proposition de Monsieur Deschamps. » Marcel acquiesça gravement. « Très bien, Mathilde, en tant que vétérinaire, pensez-vous que ce test soit sans danger pour l'enfant ?» La vétérinaire observa attentivement Éléonore et Tempête. « Je n'ai jamais vu un cheval sauvage aussi calme en présence d'un humain. Mais par prudence, nous devrions établir un périmètre de sécurité et être prêts à intervenir. »« C'est de la folie !» protesta Victor Mercier. « Je me retire de ces enchères absurdes. » Il tourna les talons et S éloigna d'un pas furieux, bousculant au passage plusieurs spectateurs. Marcel fit un signe à ses hommes. « Préparez l'ouverture des portes sud. Assurez-vous que personne ne se trouve sur le chemin. » Pendant que les préparatifs s'organisaient, Julien s'approcha discrètement de Camille. « Claire parlait souvent de Éléonore au sanctuaire, » dit-il doucement. Elle était si fière de sa passion précoce pour les chevaux. Elle disait qu'Éléonore avait un don naturel, une connexion instinctive avec les animaux. Camille essuya une larme. Je l'ignorais complètement. Claire gardait tellement de secrets. Pas des secrets, corrigea gentiment Julien, des trésors qu'elle protégeait de la frénésie parisienne. Elle voulait que Éléonore grandisse en connaissant ces deux mondes, la ville et ses défis, mais aussi la nature et sa sagesse profonde. Dans l'arène, Éléonore avait saisi la crinière de Tempête et S était hissé sur son dos, avec une aisance qui stupéfia l'assistance. L'étalon, loin de se cabrer comme on aurait pu s'y attendre, demeura parfaitement immobile, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Les grandes portes sud du manège s'ouvrirent lentement, révélant un paysage de collines normandes baignées par la lumière dorée de l'après-midi. Une brise fraîche s'engouffra dans l'arène, apportant avec elle les parfums de l'herbe fraîche et des pommiers en fleurs. Tempête dressa les oreilles, ses naseaux frémissant à ces odeurs de liberté. Sous lui, Éléonore demeurait parfaitement calme, ses petites mains enfouies dans la crinière noire de l'étalon. Un silence absolu régnait dans le manège. Personne n'osait bouger, respirer trop fort, de peur de perturber ce moment suspendu entre deux mondes, celui des hommes et celui de la nature sauvage. Antoine Beaumont s'approcha discrètement de son père. « Tu es sûr de cette décision ?» murmura-t-il. « Si ce cheval part, nous perdons une petite fortune. »
Marcel ne répondit pas immédiatement, son regard fixé sur l'enfant juché sur le dos de L. Étalon sauvage, une image qu'il n'aurait jamais cru possible quelques heures plus tôt. Il y a des moments, fils, où l'on comprend que certaines choses ont plus de valeur que l'argent, dit-il finalement. J'ai l'impression d'assister à l'un de ces moments. Au centre de l'arène, Éléonore se pencha en avant, murmurant quelque chose à l'oreille de Tempête. Elle, Étalon, fit quelques pas hésitants en direction de la sortie ouverte, puis s'arrêta, comme tiraillé entre l'appel de la liberté et quelque chose d'autre, un lien invisible mais puissant qui le retenait. Camille, debout près de la barrière, sentit la main de Julien Deschamps se poser doucement sur son épaule. Ce contact, à la fois respectueux et réconfortant, lui apporta un étrange sentiment de paix malgré la tension du moment. « Que va-t-il faire » chuchota-t-elle. « Je ne sais pas » admit Julien. « Mais quel que soit son choix, je crois qu'Éléonore est prête à l'accepter. » En effet, le visage de la petite fille ne trahissait aucune angoisse, aucune peur de perdre cette connexion miraculeuse qui lui avait rendu la parole. Elle semblait comprendre, avec une sagesse bien au-delà de son âge, que l'amour véritable impliquait parfois de laisser partir. Tempête avança encore de quelques pas vers la liberté. L'herbe verte s'étendait devant lui, promesse d'espace sans entrave. Il hennit doucement, comme pour appeler cette nature qu'il avait vue naître. Quelques spectateurs commencèrent à s'agiter, sentant que la décision était imminente. Mathilde Rousseau, la vétérinaire, observait la scène avec une fascination professionnelle, prenant mentalement des notes pour un article qu'elle savait déjà qu'elle écrirait sur cet événement extraordinaire. Puis, dans un mouvement que personne n'anticipa, Éléonore glissa du dos de Tempête et se plaça devant lui, face à la sortie. Les mains sur les hanches, elle regardait l'horizon comme si elle évaluait elle-même cette liberté offerte. « Que fait-elle » murmura quelqu'un dans l'assistance. La réponse vint d'Éléonore elle-même. Sans se retourner vers l'étalon, elle parla d'une voix claire qui porta jusqu'au gradin. « Tu peux partir si tu veux, Tempête. »« Je comprends. La forêt te manque. Tes amis te manquent. » Elle fit une pause, puis ajouta. « Mais si tu restes, je te promets que tu ne seras jamais enfermé, jamais attaché. Tu pourras courir quand tu voudras. » Elle se tourna alors vers sa grand-mère et Julien. « N'est-ce pas, monsieur Julien? Au sanctuaire, les chevaux sont libres ?» Julien hocha solennellement la tête. « Ils ont des hectares de forêt clôturée pour courir. Ils choisissent quand ils veulent l'abri des écuries. » Éléonore reporta son attention sur Tempête. « Tu vois, ce ne serait pas une prison, ce serait un nouveau troupeau. » Elle, Étalon, resta immobile, ses yeux intelligents fixés sur la petite fille. Un dialogue silencieux semblait se poursuivre entre eux, incompréhensible pour les spectateurs qui retenaient leur souffle. Soudain, un bruit de moteur rugissant brisa le silence sacré de ce moment. Une voiturette s'était arrêtée brutalement près de l'entrée du manège, et Victor Mercier en descendit, accompagné de 2 hommes, à l'allure peu avenante. « Je ne laisserai pas cette farce continuer !» cria-t-il, en s'avançant à grands pas. « J'ai un contrat signé avec le forestier qui a trouvé ce cheval. Il m'appartient légalement. » Il brandit un document froissé. Marcel Beaumont pâlit visiblement, pris au dépourvu par cette révélation. Le bruit et l'agression dans la voix de Mercier eurent un effet immédiat sur Tempête. Les étalons se cabra, hennissant d'alarme, puis bondit en avant, dépassant Éléonore et galopant vers la sortie, vers la liberté. « Non !» hurla Mercier, faisant signe à ses hommes d'intervenir. Mais avant qu'ils puissent faire un pas, un événement inattendu se produisit. Tempête, après avoir franchi la porte et goûté les premiers instants de liberté, s'arrêta brusquement. Il se retourna, regardant vers l'arène qu'il venait de quitter, vers Éléonore qui se tenait immobile, les bras le long du corps, acceptant son choix avec une dignité bouleversante. Elle,
Étalon hennit une fois, puis, à la stupéfaction générale, fit demi-tour et revint au petit trot vers la petite fille. Un murmure de émerveillement parcourut l'assistance. Même Victor Mercier resta bouche bée devant ce spectacle. Un cheval sauvage choisissant délibérément de renoncer à sa liberté par quoi? Amour, loyauté. Quelle force invisible pouvait être plus puissante que l'instinct ancestral de liberté? Tempête s'arrêta à quelques pas d'Éléonore, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais de l'après-midi. Étalon baissa sa tête massive, poussant doucement l'épaule de la petite fille comme pour confirmer sa décision. Éléonore enroula ses bras autour de son encolure, enfouissant son visage dans sa crinière noire. « C'est impossible », murmura François le Roi depuis les gradins. « Un cheval sauvage ne renonce jamais volontairement à sa liberté. » « Sauf s'il a trouvé quelque chose de plus précieux, » répondit Philippe Durand, les yeux humides de émotion. Victor Mercier s'avança, le document toujours serré dans son poing. « Ceci ne change rien. J'ai un contrat en bonne et due forme, signé par le forestier Henri Dubois. Ce cheval m'appartient légalement. » Marcel Beaumont s'approcha, la main tendue. « Puis-je voir ce document ?» À contre-cœur, Mercier lui remit le papier froissé. Marcel l'examina attentivement, puis échangea un regard lourd de sens avec son fils Antoine. « Ce contrat, dit-il lentement, stipule que le forestier vous cède les droits sur un étalon sauvage à capturer dans la forêt des Ardennes. Il est daté d'il y a 4 mois. » Il leva les yeux vers Mercier. « Mais Tempête a été trouvé blessé il y a 3 mois et amené à Mont-Harat pour y être soigné. Ce contrat ne le concerne pas spécifiquement. » Mercier rougit de colère. « Ne jouez pas sur les mots, Beaumont. Nous savons tous les deux que c'est de cet étalon qu'il s'agit. » « Permettez-moi, » intervint Julien Deschamps, s'avançant calmement. Il sortit son téléphone et montra à nouveau la photo de Claire, avec elle étalon en arrière-plan. Cette photo a été prise il y a 6 mois. Tempête était déjà connue et documentée bien avant votre contrat, monsieur Mercier. De plus, ajouta Mathilde Rousseau, la vétérinaire, j'ai personnellement soigné cet étalon quand il est arrivé blessé. J'ai constaté qu'il portait une ancienne cicatrice sur l'épaule droite, probablement causée par un piège de braconnier. Cette blessure avait au moins 1 an. Elle s'approcha de Tempête qui, étonnamment, la laissa examiner son épaule sans s'agiter. « Me la voici, cela prouve que cet animal a une histoire qui précède votre contrat. » Victor Mercier sentit l'attention de toute l'assemblée se tourner contre lui. Ses 2 acolytes échangèrent des regards nerveux, visiblement mal à l'aise face à cette situation qui dégénérait. « Monsieur Mercier, dit Marcel Beaumont d'un ton ferme, je crois qu'il serait préférable que vous quittiez ces enchères maintenant. Votre contrat sera examiné par nos avocats, mais en attendant, je vous conseille vivement de ne pas poursuivre cette affaire. » La mâchoire de Mercier se crispa de rage. Il balaya du regard les visages hostiles autour de lui, puis s'arrêta sur Éléonore et Tempête. La petite fille le fixait sans peur, une main posée sur l'encolure de l'étalon, comme pour le protéger. « Vous le regretterez, » siffla-t-il avant de tourner les talons, suivi par ses hommes. Quand le bruit du moteur se fut éloigné, un soupir collectif de soulagement parcourut l'assemblée. Camille s'avança vers sa petite fille, s'agenouillant pour se mettre à son niveau. « Éléonore, ma chérie, tu comprends ce qui vient de se passer? Tempête a choisi de rester, mais nous ne savons pas encore où il pourra vivre. » La petite fille hocha gravement la tête. « Elle peut venir avec nous au sanctuaire, n'est-ce pas, monsieur Julien ?» Julien s'approcha, caressant doucement la joue de Éléonore. « Bien sûr, si c'est ce que tu souhaites, et si ta grand-mère est d'accord. » Camille hésita, consciente que cette décision impliquerait un changement radical dans leur vie. Le sanctuaire est loin de Paris, Éléonore. Ce serait un grand bouleversement pour nous.
Mais maman ne voulait pas qu'on reste à Paris, répondit Éléonore avec une conviction surprenante. Elle me disait toujours qu'un jour, nous irions vivre à la campagne, avec les chevaux. Cette révélation frappa Camille comme une vague. D'autres fragments du puzzle commençaient à s'assembler, les week-ends prolongés que Claire passait soi-disant chez des amis, son insistance croissante à chercher un équilibre hors de la capitale, les brochures immobilières de Normandie qu'elle avait trouvées dans ses affaires après l'accident. Claire préparait un changement de vie, murmura Julien, comme s'il lisait dans ses pensées. Elle venait de plus en plus souvent au sanctuaire. Elle parlait de quitter le cabinet d'avocat, de trouver un poste dans une étude rurale. Marcel Beaumont, qui avait observé cette conversation avec une attention respectueuse, éclaircit la gorge. « Madame Laurent, je crois que nous avons une situation juridique complexe à résoudre concernant cet étalon. Mais une chose est claire, aucun de nous ne peut ignorer le lien extraordinaire qui unit votre petite fille à cet animal. » Antoine s'avança, une proposition se formant dans son esprit. « Et si nous établissions un partenariat ? Tempête resterait officiellement la propriété du haras Beaumont, mais serait confiée en pension permanente au sanctuaire de Monsieur Deschamps. » Marcel hocha la tête, approuvant l'idée de son fils. Cela nous permettrait de reconnaître légalement la situation sans avoir à nous battre contre le contrat de Mercier, aussi douteux soit-il. Une semaine était écoulée depuis les enchères mémorables de Saint-Martin-des-Champs. Dans le bureau de Marcel Beaumont, une réunion inhabituelle se tenait autour de la grande table en chêne massif. Julien Deschamps et son avocat, Pierre Lefebvre, étudiaient attentivement les documents préparés par le notaire. Camille Laurent, assise près de la fenêtre, observait par moments Éléonore et Tempête qui évoluaient paisiblement dans le paddock adjacent. « Voilà !» annonça Pierre en posant son stylo. « Cet accord me semble parfaitement équilibré. Le haras Beaumont reste propriétaire officiel de Étalon, ce qui neutralise les prétentions de Mercier, mais Tempête sera hébergé au sanctuaire équestre sous le régime de la pension à vie. » Marcel Beaumont hocha la tête. « Et nous renonçons à tout droit d'utilisation pour la reproduction, comme demandé par Madame Laurent. » Antoine, debout derrière son père, ne put s'empêcher d'intervenir. « C'est une concession énorme, père. La génétique de cet étalon aurait pu... » « Certaines valeurs dépassent la génétique, fils, » l'interrompit doucement Marcel. « Ce que nous avons vu dans ce manège, ce lien entre l'enfant et le cheval, c'est quelque chose que l'argent ne peut acheter. » Julien sourit, touché par cette réflexion. « Je vous promets que Tempête recevra les meilleurs soins au sanctuaire. Et bien sûr, vous serez toujours les bienvenus pour lui rendre visite. »« J'aimerais comprendre une chose, » dit Camille, quittant son poste d'observation à la fenêtre. « Pourquoi Victor Mercier tenait-il tant à acquérir Tempête spécifiquement ? Il existe d'autres étalons de qualité. » Un silence embarrassé s'installa. Marcel et Antoine échangèrent un regard hésitant. « Vous devriez leur dire, » encouragea Pierre Lefebvre, « surtout maintenant que l'accord est prêt à être signé. » Marcel soupira profondément. « Nous avons fait quelques recherches sur Mercier depuis les enchères. Il semblerait qu'il ait conclu un partenariat avec un consortium émirati. Ils développent un programme d'élevage visant à recréer des lignées de chevaux considérées comme éteintes, ou presque. »« Et Tempête, » commença Julien, comprenant soudain. « Tempête pourrait être l'un des derniers descendants directs des chevaux sauvages qui parcouraient jadis les forêts européennes, » confirma Marcel. Les analyses ADN que Mathilde a effectuées sur son sang révèlent des marqueurs génétiques rares, absents des races domestiques actuelles. Camille frissonna. Claire le savait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle était si fascinée par lui. Julien acquiesça doucement. Elle m'avait parlé de ses soupçons.
Claire avait une connaissance approfondie de l'histoire équestre, bien plus que ce que son métier d'avocate laissait supposer. Un hennissement joyeux attira leur attention vers la fenêtre. Dehors, Éléonore avait grimpé sur une balle de foin et Tempête était venue poser sa tête contre son épaule, comme pour un câlin. La petite fille riait, un son que Camille n'avait plus entendu depuis si longtemps qu'il lui sembla presque étranger. Elle revit, murmura-t-elle, la gorge nouée par l'émotion. Julien s'approcha discrètement, suivant son regard. Claire serait tellement fière de la voir ainsi. Leurs yeux se croisèrent brièvement, partageant un moment de compréhension mutuelle qui n'échappa pas à Marcel. Le vieil homme toussa légèrement, ramenant l'attention vers les documents. « Si tout le monde est d'accord, nous pouvons procéder à la signature. » Chacun apposa sa signature sur les 3 exemplaires du contrat. Quand ce fut fait, un sentiment de soulagement collectif envahit la pièce. « Qu'en est-il de Mercier ?» demanda Julien. « Pensez-vous qu'il abandonnera si facilement ?» Antoine secoua la tête. « Connaissant l'homme, j'en doute. Mais nous avons pris nos précautions. Notre avocat a déposé une demande de protection spéciale pour Tempête auprès de la réserve naturelle des Ardennes, arguant de sa valeur génétique unique. Si elle est acceptée, même le contrat de Mercier deviendrait caduc. Et pour votre déménagement, Madame Laurent, s'enquit Marcel. Antoine m'a dit que vous cherchiez une location près du sanctuaire. Camille sourit, un peu gênée par cette attention. Oui, nous avons commencé à regarder. Il faudra que je trouve un travail dans la région également. J était professeur de français à Paris. Elle, école du village, cherche justement une enseignante, intervint Julien. La directrice est une amie. Je pourrais vous mettre en contact si vous le souhaitez. Ce serait parfait, répondit Camille, touchée par cette proposition. Dehors, Éléonore avait sorti une pomme de sa poche et la tendait à Tempête, qui la croqua délicatement. La transformation de la petite fille était stupéfiante. Non seulement elle parlait à nouveau, mais elle s'exprimait avec une assurance nouvelle, comme si sa connexion avec elle et Talon lui avait révélé une force intérieure qu'elle ignorait posséder. 2 jours plus tard, Camille et Éléonore se tenaient devant la petite maison de pierre qui jouxtait le sanctuaire équestre de Fontainebleau. La demeure, modeste mais charmante avec ses volets bleus et son toit d'ardoise, était entourée d'un jardin luxuriant où poussaient des rosiers anciens et des lavandes odorantes. C était le logement de fonction de notre ancien vétérinaire, expliqua Julien en ouvrant la porte d'entrée. Il a pris sa retraite l'année dernière et est parti vivre près de ses enfants dans le sud. Depuis, la maison est vide. Elle est adorable, s'émerveilla Camille en découvrant l'intérieur chaleureux. Le salon, avec sa cheminée en pierre et ses poutres apparentes, dégageait une atmosphère accueillante et authentique. Et le plus important, ajouta Julien avec un sourire en ouvrant la fenêtre du fond, c'est la vue. Éléonore se précipita pour regarder. De là, on apercevait parfaitement le grand pré où Tempête avait été installée provisoirement. Elle et Talon, comme s'il avait senti leur présence, leva la tête et hennit dans leur direction. « Il nous a reconnus !» s'exclama Éléonore, ravie. « Bien sûr qu'il vous a reconnus !» confirma Julien. « Les chevaux n'oublient jamais ceux qu'ils aiment. » Camille observait sa petite fille, émue par ce bonheur simple qu'elle manifestait. C'était comme si une partie de Claire vivait à travers cette connexion entre Éléonore et l'étalon sauvage, comme si sa fille avait orchestré cette rencontre de l'au-delà. 6 mois plus tard, le sanctuaire équestre s'animait des préparatifs d'une journée portes ouvertes. Des banderoles colorées flottaient entre les arbres et des stands présentant les activités thérapeutiques proposées par l'établissement s'alignaient le long de l'allée principale. Éléonore, perchée sur la barrière du grand enclos, observait Tempête qui galopait librement parmi d'autres chevaux. Elle et Talon Noir étaient magnifiquement adaptés à sa nouvelle vie.
Sa robe brillait d'un éclat soyeux sous le soleil automnal, et sa silhouette était légèrement adoucie sans rien perdre de sa puissance sauvage. Il a l'air heureux, n'est-ce pas? La voix de Mathilde Rousseau sortit Éléonore de sa contemplation. La vétérinaire, devenue une visiteuse régulière du sanctuaire, s'accouda à la barrière près de la fillette. « Il est heureux », affirma Éléonore avec la conviction absolue qui caractérisait désormais ses déclarations concernant Tempête. « Il aime son nouveau troupeau et il adore les pommiers. » Mathilde sourit. Son article sur le lien exceptionnel entre Éléonore et le étalon sauvage avait été publié dans plusieurs revues scientifiques, suscitant l'intérêt de chercheurs en comportement animal du monde entier. Tu as un don extraordinaire, Éléonore. As-tu pensé à ce que tu voudrais faire quand tu seras grande? La petite fille hocha vigoureusement la tête. Je serai comme Monsieur Julien. Je sauverai les chevaux malheureux. À quelques mètres de là, près du stand de rafraîchissement, Camille et Julien préparaient des pichets de citronnade, leurs mouvements s'harmonisant avec l'aisance de personnes habituées à travailler ensemble. « Tu as eu des nouvelles de Marcel Beaumont ?» demanda Camille en découpant des citrons. Julien acquiesça. La demande de protection spéciale pour Tempête a été officiellement acceptée par le ministère de l'Environnement. Mercier a fait appel, mais ses chances sont minces. « Dieu merci », soupira Camille. « Je n'arrivais pas à me défaire de cette inquiétude. » Julien posa doucement sa main sur la sienne. « C'est terminé, Camille. Tempête est en sécurité ici. » Vous êtes tous les deux en sécurité. Leurs regards se croisèrent et Camille sentit cette chaleur désormais familière envahir sa poitrine. Depuis leur installation au sanctuaire, Julien était devenu bien plus qu'un simple allié ou ami. Sa présence constante, discrète mais rassurante, avait progressivement comblé le vide que le décès de Claire avait laissé dans leur vie. « Tu sais, » dit-elle doucement, « parfois je me demande si Claire n'a pas orchestré tout cela d'une certaine façon. » Julien sourit, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Elle avait cette capacité à voir les connexions invisibles entre les êtres. Peut-être a-t-elle vu celle qui existait entre Éléonore et Tempête avant même qu'ils ne se rencontrent. Un hennissement puissant attira leur attention. Tempête galopait maintenant le long de la clôture, suivant Éléonore qui courait de l'autre côté, leurs mouvements parfaitement synchronisés comme dans une danse millénaire entre l'humain et le cheval. « Regardez !» s'écria quelqu'un. « Elle va entrer dans l'enclos. » En effet, Éléonore ouvrait tranquillement la barrière et se glissait dans le pré où se trouvaient une dizaine de chevaux, dont certains étaient encore considérés comme difficiles ou imprévisibles. Camille sentit son cœur s'accélérer, mais Julien posa une main apaisante sur son bras. « Fais-lui confiance », murmura-t-il. « Elle sait ce qu'elle fait. » Tempête vint immédiatement à la rencontre d'Éléonore, formant comme un bouclier vivant entre elle et les autres chevaux. Mais ce qui stupéfia les spectateurs, c'est que progressivement, les autres équidés s'approchèrent aussi, attirés par la présence sereine de la petite fille. Même au rage, un hongre anxieux qui refusait habituellement tout contact humain tendit son museau vers elle. « C'est incroyable !» murmura Marcel Beaumont, qui venait d'arriver avec Antoine. « Cet enfant communique avec eux d'une façon que je n'ai jamais vue en 40 ans de métier. » Les visiteurs du sanctuaire S étaient rassemblés autour de l'enclos, fascinés par cette scène. Parmi eux, Philippe Durand et François Leroy, devenus des soutiens réguliers du sanctuaire depuis les fameuses enchères. « Et tu vois, » dit Philippe à son ami, « j'avais raison de dire que nous avions assisté à quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. » François, autrefois si sceptique, ne put qu'acquiescer. C'est comme si elle leur parlait dans une langue que nous avons oubliée. À la fin de la journée, alors que le soleil couchant baignait le sanctuaire d'une lumière dorée, Camille trouva Éléonore assise sur une souche d'arbre à l'orée du bois,
Tempête paisiblement couchée près d'elle. La petite fille tenait quelque chose dans ses mains. La vieille photo de Claire, avec lait et talons sauvages en arrière-plan. « Tu crois que maman nous voit ?» demanda Éléonore sans lever les yeux. Camille s'assit près d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « J'en suis certaine, ma chérie. Elle me manque encore, » avoua la petite fille, « mais moins fort qu'avant. C'est normal ?»« C'est plus que normal, » la rassura Camille. « C'est ainsi que nous guérissons. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle devient vivable. Comme une cicatrice qui nous rappelle la blessure sans nous faire souffrir constamment. » Éléonore médita ces paroles, caressant distraitement la crinière de Tempête qui avait posé sa tête sur ses genoux. « Tempête dit que maman est comme le vent, » murmura-t-elle finalement. « On ne peut pas la voir, mais on peut la sentir tout autour de nous. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux, frappée par la sagesse profonde de cette image. Au loin, la silhouette de Julien se découpait contre le ciel rougeoyant, attendant patiemment pour les raccompagner à leur maison au volet bleu. « Tu as raison, Tempête, » dit-elle doucement, sentant la brise du soir caresser son visage comme une main aimante. « Tout à fait raison. »